Il était une fois deux voisins. L'un d'eux achète un fusil. « Ah, se dit l'autre, très bien, je vais acheter un plus gros fusil. »« Qu'est-ce que ça veut dire ?» se demande le premier. « Je vais en acheter un plus gros encore. » À la fin des années 60, tout indique que l'Union soviétique va atteindre la parité nucléaire avec les États-Unis. Les deux superpuissances sont devant une alternative. Ralentir la concurrence, c'est-à-dire amorcer ce qu'on va appeler la détente, ou poursuivre une course aux armements qui peut mener à une guerre totale. En 1969, un nouveau président américain accède au pouvoir. Richard Nixon a des idées neuves en vue d'atténuer les dangers de la guerre froide. Il est prêt à accepter que l'Union soviétique ait un arsenal nucléaire égal à celui des États-Unis. Quand le président Nixon est entré en fonction, il était perçu dans tous les médias et dans les cercles de ceux qui se prennent pour des intellectuels comme un partisan de la modération guerrière. Nous subissions d'énormes pressions pour entreprendre les négociations sur le commerce, le SALT et un ensemble complexe de sujets. Il n'était pas porté sur la politique étrangère, surtout durant ses premières années à la présidence. Il s'était fait connaître sur la grande peur des Rouges, la grande période de McCarthy dans la politique américaine. Autre point très important, il connaissait bien la bureaucratie. Il savait que très souvent, les puissances belligérantes les plus intransigeantes auxquelles il était confronté n'étaient pas l'Union soviétique ou la Chine, mais le secrétariat d'État, la CIA, le Pentagone, ces belligérants des rives du Potomac. Même s'il veut réviser la stratégie américaine de la guerre froide, la priorité de Richard Nixon est le retrait des soldats américains de la guerre au Vietnam. En 1969, cette guerre a déjà coûté la vie à 30 000 soldats américains. Et elle n'est pas terminée. Quand je suis devenu secrétaire à la Défense, il y avait 550 000 hommes sur le terrain au Vietnam et 1 200 000 en Asie, dans la marine et l'aviation, qui soutenaient cette opération. C'était une guerre imposante. L'allié des États-Unis, le président Thieu du Sud-Vietnam, rencontre Nixon sur l'île de Midway. Nixon informe Thieu qu'il envisage le retrait des soldats américains et qu'il va confier l'offensive au sol aux Sud-Vietnamiens. Nous avons dit, ça va si vous partez après que l'armée sud-vietnamienne ait été bien entraînée et que vous nous équipiez pour que nous puissions prendre en main notre propre destinée. En juillet 1969, les premiers soldats américains partent. Nixon et Kissinger savaient quel impact cela avait sur notre société. Les inquiétudes, le coût financier, l'énorme coût en vies humaines, non seulement chez les Américains, mais chez les Vietnamiens. Et aussi l'égarement extrême des autres initiatives de la politique étrangère. C'est l'une des raisons pour lesquelles Nixon et Kissinger voulaient s'ouvrir à la Chine et améliorer leurs relations avec la Russie. D'une part, pour faire pression sur les Vietnamiens, pour négocier un accord, et d'autre part, pour démontrer ainsi que nous n'étions pas paralysés par la guerre du Vietnam. Hanoï intensifie la pression avec une nouvelle offensive dans le sud.
Les généraux américains proposent de bombarder les bases nord-vietnamiennes situées au Cambodge, qui est neutre. Nixon consent au bombardement, mais il insiste pour que les raids au Cambodge soient gardés secrets. Doors open to 30 TG, clean up at 30 TG. Stand by to release. Ready, now. Bombs ready. Time, ready, now. J'étais en faveur du bombardement des refuges au Cambodge, mais je ne pouvais pas dire au président des États-Unis, au conseiller de la sécurité nationale Henry Kissinger, que je pourrais garder cela secret. Je me suis dit que ce serait très mauvais si on venait à l'apprendre plus tard. Et je savais que cela se produirait, car 12 000 personnes détenaient toute cette information et rien ne se garde secret. Melvin Laird a raison. Les manifestants pacifistes protestent. Richard Nixon pouvait voir par la fenêtre de la Maison-Blanche la foule dans la rue qui protestait contre la guerre au Vietnam. Mais il n'avait qu'à sortir une fiche de sa poche et y jeter un coup d'œil. Les sondages lui indiquaient qu'il avait l'appui de 70 à 75 % des citoyens américains. Et il pouvait se dire « Je ne laisserai pas ces gens dans la rue décider de la politique étrangère de ce pays. » Ce soir, vous, la grande majorité silencieuse de mes compatriotes américains, je sollicite votre appui. Je me suis engagé lors de ma campagne à la présidence à mettre un terme à la guerre de telle manière que nous puissions gagner la paix. J'ai prévu un plan d'action qui me permettra de respecter cet engagement. Plus j'aurai le soutien du peuple américain, plus vite cet engagement se réalisera. Car plus nous sommes divisés entre nous, moins l'ennemi est disposé à négocier. Nixon croyait, et il avait raison, je crois, que l'opposition à la guerre visait plutôt la conscription et les morts, pas la présence américaine. Les Américains ne se souciaient pas que l'on bombarde Hanoï. Ils ne se souciaient pas qu'il y ait des avions américains dans la région. Ce qu'ils n'aimaient pas, c'était que de jeunes Américains soient appelés sous les drapeaux et envoyés au Vietnam et qu'ils y soient tués. Le bombardement des bases communistes du Cambodge n'est pas un remède miracle. Okay. 100 meters away from it now, Jesse from air. Les soldats américains subissent encore des attaques au Sud-Vietnam. All right, who's wounded? All right, give me some cover. Can you move him? Okay, try to bring him back here. Remember to stop the bleeding. You gotta stop. Nixon ordonne maintenant une attaque au sol au Cambodge. Sentez-vous que la population vous appuie, Monsieur le Président? En ce qui concerne la population, je ne peux en juger. Tout ce que je peux dire, c'est que je sais que j'ai fait ce que je crois qu'il fallait. Quant à la population, ce qui compte, c'est l'issue positive de tout cela. Que cela se termine bien, voilà ce qui compte vraiment. L'invasion du Cambodge ordonnée par Nixon provoque de violentes manifestations sur les campus américains. À l'université Kent State, la garde nationale abat 4 étudiants. Tous les ans, au début du printemps et à la fin de l'automne, l'armée soviétique accueille ses recrues. Les troupes ne seraient rien sans hommes forts, agiles et résistants. Ces hommes sont des combattants.
Les combattants ne peuvent seuls être garants de la sécurité. Les dirigeants soviétiques veulent un accord sur les armes qui reconnaissent leur parité nucléaire avec les États-Unis. Ils veulent aussi que les États-Unis comprennent leur position dans leur querelle avec la Chine. Léonid Brejnev, le chef du Parti communiste, privilégie la diminution des tensions de la guerre froide avec les États-Unis, une politique appelée détente. Il va bientôt accéder au sommet du pouvoir soviétique. Brejnev était un être sincère à plusieurs égards. Il avait vécu la grande guerre patriotique du début à la fin. Il est rentré avec la ferme conviction qu'il devait faire de son mieux pour empêcher la guerre. Cela s'est avéré chaque fois qu'il allait dans une ferme collective ou une usine. Il demandait aux gens « Ça va ?» Ils se plaignaient, mais ils ajoutaient « Nous pouvons l'endurer tant qu'il n'y a pas de guerre. » Les relations américano-soviétiques étaient toujours au centre de notre diplomatie. Je dirais fondamentalement que l'Occident l'ait cru ou non, que nous voulions avoir une relation plus constructive avec les États-Unis. En Europe, la guerre froide s'illustre de manière douloureuse par le rideau de fer qui divise les deux Allemagnes. Le nouveau chancelier de l'Allemagne de l'Ouest, le social-démocrate Willy Brandt, a ses propres idées pour améliorer les relations avec le bloc soviétique. Les Allemands l'appellent l'Ostpolitik. Wir wollen ein Volk der guten Nachbarn sein und werden im Innern und nach außen. Der entscheidende Schritt, der das Ganze in Gang gebracht hat, Ce qui a lancé le mouvement, c'est surtout la décision du chancelier d'appeler l'Allemagne de l'Est un État. die DDR als einen Staat zu bezeichnen. Das war, wenn Sie so wollen, C'était un changement fondamental dans notre position et cela a provoqué une critique féroce de l'opposition. der Gegnerschaft der CDU eingebracht hat, was man À Moscou, on était tout oui. Moskau aber Aufmerksamkeit. À notre avis, il y avait des voix plus sobres chez les social-démocrates, ceux qui allaient chercher des points d'intérêt communs avec nous. Non seulement des similarités dans nos visions, mais aussi des similarités d'intérêt. Si nous trouvions des points communs qui puissent préserver l'équilibre des intérêts, cela pourrait sortir de l'impasse les relations entre l'Union soviétique et l'Allemagne de l'Ouest. Willy Brandt est le premier chancelier ouest-allemand qui se rend en Allemagne de l'Est. Ich wünsche Ihnen einen recht angenehmen Aufenthalt. Ich danke Ihnen sehr für die Begrüßung, auch dafür, dass Sie gutes Wetter besorgt haben. Daran soll es nicht liegen. Danke sehr. La visite de Brandt est un triomphe. Aux Allemands de l'Est ordinaire, il semble apporter un espoir de changement. Mais les Américains s'en inquiètent. Ma première réaction à l'Ostpolitik en a été une inquiétude que cela ne ravive le nationalisme allemand. Si l'Allemagne s'intéressait à son vis-à-vis de l'Est, cela éveillerait ses préoccupations nationales tôt ou tard. Das Echo auf das, was wir uns vorgestellt haben, La réaction de Nixon et de Kissinger en a été une de doute et de suspicion. Misstrauen, Avions-nous pensé à tout? wenn alles bedacht hatten. Ich habe Kissinger als J'avais informé Kissinger de nos intentions peu avant de prendre le pouvoir. hier noch informiert, was wir wollen. Il a posé beaucoup de questions. Und hat viele Fragen gestellt. Bis hin Nous en sommes venus au stade où j'ai dit « Je ne suis pas ici pour vous consulter, mais pour vous informer konsultieren, sondern zu informieren, » Cette attitude était inédite à Washington. den man in Washington noch nicht gehört hatte. Bien que les dangers que nous craignions aient été réels, la meilleure façon de l'écarter n'était pas de le combattre,
et de se faire accuser par la suite d'être la cause de la partition permanente de l'Allemagne, mais plutôt de l'orienter dans une direction qui soit compatible avec la politique des Alliés. Nous avons donc établi des contacts secrets avec Brandt, par l'intermédiaire de son associé Egenbach, et avec les Soviétiques grâce à Dobrynin et Falin. Et nous avons insisté, avant d'en venir à un accord sur l'Allemagne, qu'il fallait des garanties absolues quant à notre position à Berlin. La prochaine destination de Brandt est Moscou. Il espère mettre fin aux craintes de la Russie face à son vieil ennemi allemand. Brandt accepte de reconnaître les frontières de l'Europe d'après-guerre et la division entre l'Est et l'Ouest. Les accords de Moscou ont été la clé de notre traité bilatéral avec l'Est. La République fédérale a cessé d'être un prétexte pour l'Union soviétique de maintenir le bloc de l'Est. Le traité a signifié une volonté de changement de Moscou. Willy Brandt s'envole vers un autre ennemi de longue date des Allemands. Dans l'espoir de signer un traité d'amitié durable entre la République fédérale d'Allemagne et la Pologne, le chancelier Brandt et son ministre des Affaires étrangères Schiele arrivent à Varsovie. Brandt finit par reconnaître la frontière occidentale de la Pologne, découpée à même le territoire enlevé à l'Allemagne nazie en 1945. Le chancelier allemand visite le site du ghetto de Varsovie. Les mots lui manquent. Il s'agenouille devant le mémorial des combattants juifs qui ont résisté aux nazis. Dans l'Allemagne divisée, ces progrès vers la détente font quelques brèches fort bienvenues dans le mur de Berlin. Les familles et les amis séparés par le mur peuvent se voir de nouveau. Les architectes de la nouvelle approche américaine à la guerre froide sont Richard Nixon et son conseiller à la sécurité nationale, Henry Kissinger. Henry était très impétueux, très brillant, très jaloux de son territoire, très anxieux. On pourrait en dire autant de Richard Nixon. Ils se complétaient souvent l'un l'autre, et en même temps, c'étaient des rivaux. Ils se combattaient. Ils ne se combattaient pas ouvertement, mais dans le dos l'un de l'autre, de manière détournée. Les deux hommes préfèrent travailler en secret. Par des canaux détournés et confidentiels, ils préparent des rencontres au sommet, à Pékin et à Moscou. Nixon et Kissinger souhaitent que les sommets en Chine et en Union soviétique vont aider les États-Unis à se retirer du Vietnam. Ils espèrent aussi intégrer la Chine à leur jeu diplomatique. La raison principale pour chercher à se rapprocher de la Chine était de rétablir la fluidité du contexte international. S'il y a 5 joueurs et qu'on ne peut s'entendre avec l'un d'eux, cela engendre une certaine rigidité. Deuxièmement, nous voulions montrer à la population américaine que le Vietnam était une aberration, que nous avions des idées pour la construction de la paix à l'échelle mondiale. Les dirigeants soviétiques sont inquiets lorsque Kissinger, ensuite Nixon, reviennent presque triomphants de la Chine. Non seulement avons-nous complété une semaine de discussions intensives au plus haut niveau, mais aussi nous avons établi une procédure par laquelle nous pouvons poursuivre les discussions à l'avenir. Nous avons démontré que des pays qui ont des divergences de vues fondamentales peuvent apprendre à discuter de ces divergences de manière calme, rationnelle et franche, sans compromettre leurs principes. Nos dirigeants ont eu très peur et ils y ont vu une coalition anti-soviétique qui comprenait non seulement les États-Unis et l'OTAN, mais aussi la Chine. Nous avions l'impression d'être cernés.
La réaction de Moscou a été de consentir à la rencontre au sommet que nous avions sollicitée avant le voyage en Chine. Ils avaient fait la sourde oreille et avaient tenté, c'est le moins que l'on puisse dire, d'exercer une forme de chantage pour nous amener à faire des concessions injustifiées, du moins que nous considérions injustifiées. Et soudain, ils ont accepté le sommet et cela a dégelé nos relations. En mars 1972, le Nord-Vietnam lance une nouvelle offensive au sud. Nixon riposte par d'autres attaques aériennes. Les Soviétiques vont-ils accueillir Nixon à Moscou pendant que ses avions bombardent leur allié nord-vietnamien? Nixon et Kissinger jouaient double jeu, surtout avec les Russes. Kissinger rencontrait fréquemment Anatoly Dobrynin, l'ambassadeur russe, presque tous les jours en fait. Et son truc favori était de lui dire « Écoutez, je travaille pour ce fou, impossible de prédire ce qu'il peut faire. Anatoly, vous et moi qui sommes des hommes responsables, nous devons travailler ensemble afin d'en venir à une entente entre nos deux pays. » Kissinger n'était pas certain que Moscou autorise le sommet. Je suis allé voir Kissinger. Il était nerveux, mais il essayait de le dissimuler. Il a dit à la blague, d'accord, faisons un pari. Parce qu'il savait que j'avais une feuille de papier avec la réponse officielle soviétique. Il a dit, parions que je peux deviner la réponse. Nous avons donc parié une caisse de champagne. Je lui ai demandé, alors, selon vous, quelle est la réponse soviétique? Il était convaincu que le sommet avait été reporté. En fait, la réponse officielle soviétique était que le sommet aurait lieu comme prévu. Le 2 mai 1972, Richard Nixon devient le premier président américain en titre reçu au Kremlin. Le sommet débouche sur les accords de limitation des armes nucléaires offensives et défensives et il établit les fondements de la détente. Pour Brejnev et Nixon, c'est la preuve la plus éclatante de la relation nouvelle entre les deux pays. Mais d'abord, les Soviétiques doivent exprimer leur point de vue sur le Vietnam. Le président Nixon, M. Kissinger et moi-même et un autre fonctionnaire, tous les quatre, nous sommes allés à la datcha de Brejnev, à la campagne. Et nous avons rencontré Brejnev, Kosygin, Podgorny et leurs conseillers à la sécurité nationale. Nous étions 4 contre 4. Nous sommes restés assis pendant 3 heures dans la datcha. Et chaque dirigeant russe a pris 1 heure pour critiquer la politique vietnamienne des États-Unis en s'en prenant ouvertement à Nixon et aux États-Unis. Nixon savait ce que les Soviétiques faisaient. En fait, il transcrivait tout cela pour l'envoyer à Hanoï. Il a donc écouté patiemment et n'a pas soulevé trop d'objections. En fait, il a encaissé. Après 3h30 de critiques soviétiques, nous sommes montés dîner et l'ambiance a changé. Brejnev a sorti la vodka, on a chanté, fait des blagues et porté des toasts. Et plus tard, ce soir-là, Kissinger est revenu, avec Gromyko, je crois, et il a poursuivi la négociation pour le contrôle des armements. L'ambiance était très bonne, amicale même. Nous avons critiqué de manière très agressive le comportement de Nixon au Vietnam. Mais nous nous sommes assurés que cela n'assombrisse pas le sommet, parce que les questions que Nixon allait soulever avaient déjà été acceptées par le canal confidentiel. Il s'agissait de questions nucléaires très importantes. Tous les membres du Politburo savaient que le texte du traité avait déjà été accepté. Nixon en avait aussi été informé par Kissinger. Si nous avions laissé libre cours à nos émotions, nous aurions détruit ce qui avait été accompli. Le Congrès américain accueille Nixon en héros.
Vendredi dernier, à Moscou, nous avons été témoins du commencement de la fin de cette période qui a débuté en 1945. Nous avons fait le premier pas vers une nouvelle période de retenue mutuelle et de limitation des armements entre les deux principales puissances nucléaires. En franchissant cette étape, nous avons renforcé la sécurité des deux pays. Nous avons commencé à freiner la spirale dangereuse et inutile des armes nucléaires qui a dominé les relations entre nos deux pays pendant une génération. Nous avons commencé à atténuer la peur en réduisant la cause de la peur pour nos deux peuples et pour tous les peuples du monde. 2 semaines après le retour de Nixon de Moscou, 5 hommes de son comité de réélection sont arrêtés pour avoir pénétré dans le quartier général du Parti démocrate à Washington. C'est l'amorce d'un scandale très sérieux, l'affaire Watergate. À l'approche du jour des élections, Kissinger revient de l'une de ses nombreuses rondes de négociations avec les Nord-Vietnamiens. Il informe Nixon qu'il a enfin un accord sur le Vietnam. Le négociateur nord-vietnamien Le Duc Tho a présenté à M. Kissinger une proposition d'accord pour rétablir la paix et mettre fin à la guerre au Vietnam. Et la première chose qu'il a dite en remettant ce document au Dr Kissinger a été « Vous êtes pressé, n'est-ce pas ?» Je me souviens que le Dr Kissinger a fait un signe affirmatif de tête quand Le Duc Tho lui a dit cela. Nous savions que Kissinger avait rencontré la délégation nord-vietnamienne à Paris le 9 octobre. Quand il est venu le 19 octobre et qu'il nous a donné le texte, en anglais évidemment, et qu'il nous a demandé de le signer d'ici 4 jours, nous avons répondu poliment « Vous savez, c'est la première fois qu'on nous remet ce texte. Nous aimerions donc avoir le temps de l'étudier. Dites au fait, où est le texte vietnamien? » I reaffirm again that the whole people of South Vietnam will resist again any peace which demand the rendition of South Vietnam and which will give the South Vietnam to the communist aggressors. Je sympathise grandement avec Thieu, mais en même temps, j'ai beaucoup de sympathie pour notre problème. En 1972, nous avons fait face à 65 résolutions du Congrès qui exigeaient notre retrait unilatéral du Vietnam. M. Kissinger a dit « Eh bien, si vous signez ceci, nous aurons la paix et le Sud-Vietnam va se développer, les gens seront heureux. » Ce à quoi le président Thieu a répondu « Nous avons à cœur les intérêts et l'avenir de notre pays. Nous ne sommes pas en quête du prix Nobel. » Le Sud-Vietnam refuse de signer. Voyant son accord sur le point de s'effondrer, Kissinger assure promptement à Hanoï que les États-Unis veulent toujours un accord. Nous croyons que la paix est à notre portée. Nous croyons qu'un accord est en vue. Il est inévitable que dans une guerre d'une telle complexité, il y ait des difficultés occasionnelles avant d'atteindre une solution finale. Ce dernier revers dans les discussions pour la paix au Vietnam ne nuit pas à Nixon. Il est facilement réélu pour un second mandat. De retour à Paris, Kissinger doit présenter les objections de Thieu aux Nord-Vietnamiens. Un jour, nous étions sur le point de finaliser le texte. Le lendemain, soudain, 10 ou 12 questions différentes ont été soulevées et elles ont paru insurmontables. Et alors, Le Duc Tho a dit qu'il devait rentrer à Hanoï pour des consultations. Le Duc Tho quitte Paris et les pourparlers achoppent. Nixon ordonne des attaques aériennes contre le Nord-Vietnam, dans l'espoir de contraindre Hanoï à un accord et du coup encourager le Sud. Pendant 12 jours, Hanoï et Haiphong subissent les pires bombardements de la guerre.
Le bombardement atteint son but. Le Nord et le Sud-Vietnam sont prêts à accepter l'accord élaboré par Kissinger. Selon l'accord de paix, les soldats américains vont se retirer du Vietnam. Le gouvernement de Saigon va conserver le pouvoir, mais les soldats du Nord-Vietnam vont rester au Sud. Nixon le qualifie de paix honorable. Il s'avère qu'avec M. Kissinger, qui voulait jouer sur les trois tableaux et réaliser la détente, le Vietnam a été sacrifié à la détente. C'est ma propre analyse, mais malheureusement, ça n'a pas été très bon pour le peuple sud-vietnamien. Bonsoir. Le plus important scandale à la Maison-Blanche en un siècle, l'affaire Watergate, a éclaté aujourd'hui au grand jour. Le procureur général Richard Kleindienst a démissionné parce que, de son propre aveu, il a des relations professionnelles et personnelles avec des personnes qui ont pu enfreindre la loi. Les deux hommes les plus proches du président, H.R. Haldeman, son chef de cabinet, et John Ehrlichman, son conseiller en chef, ont démissionné. La semaine dernière, les deux hommes luttaient âprement pour conserver leur poste. Nous avions un formidable réseau de personnel à la Maison-Blanche pour faire face aux crises. Nous n'avons pas eu recours à ce réseau pour le Watergate. Je crois que c'est notamment parce que nous ne considérions pas que c'était une crise. Ce n'était que des pacotilles. Malgré l'affaire Watergate, le processus de la détente continue. Brejnev vient en Amérique pour un second sommet avec Nixon. En Californie, le dirigeant soviétique fait la fête avec les vedettes de Hollywood. Les Russes sont encore enthousiastes à négocier avec le président américain. Goodbye. Malgré le plaidoyer de non-culpabilité de Nixon dans l'affaire du Watergate, il est accusé d'entrave à la justice et encourt un risque de destitution par le Congrès. En août 1974, Richard Nixon, l'homme qui a amené l'Amérique dans la détente, abandonne la lutte et démissionne. Gerald Ford lui succède. Le gouvernement soviétique est stupéfait par la chute de Nixon. Ils ont pensé, comment la personne la plus puissante des États-Unis, la personne la plus importante du monde, peut-elle être légalement forcée de démissionner pour le vol de quelques documents stupides? C'était tellement contraire à la mentalité des dirigeants soviétiques qu'une personne qui occupe un poste aussi élevé puisse être destituée par des moyens légaux. Ils ne pouvaient tout simplement pas le comprendre. On a soupçonné diverses possibilités. L'une d'elles voulait que cela ait été fait délibérément par les ennemis du rapprochement entre les États-Unis et l'Union soviétique. Au Vietnam, l'accord de paix de 1973 ne met pas fin au combat. En avril 1975, les soldats sud-vietnamiens luttent pour défendre Saigon contre l'offensive finale d'Hanoï. Ils ne doivent pas compter sur l'appui des États-Unis. Le Congrès des États-Unis a refusé de fournir l'aide militaire nécessaire au maintien des forces militaires sud-vietnamiennes. Les Sud-Vietnamiens qui ont combattu et travaillé pour les Américains contre les communistes assiègent l'ambassade américaine. Les Américains s'en vont.
Mais ils ont perdu la guerre. Et maintenant, ils ne peuvent même pas sauver des milliers de leurs amis sud-vietnamiens. L'expérience américaine au Vietnam, et particulièrement la mienne, a été comme une frappe de B-52 à 18 000 mètres d'altitude. Bien sûr, nous avons fait beaucoup de dommages, mais nous avons très rarement eu l'occasion d'observer les conséquences de ces dommages. Ce dernier jour a été comme assister aux premières loges à la frappe d'un B-52. On a vu les conséquences de nos actions. Et l'horreur et la honte étaient presque insupportables. L'Union soviétique proclame sa confiance en elle. Elle croit qu'elle est une superpuissance égale aux États-Unis et affirme que l'histoire joue en sa faveur. Cette vision idyllique masque un problème. Le traitement des dissidents soviétiques, comme l'écrivain Alexander Solzhenitsyn, menace de faire dérailler la détente. Évidemment, dès le départ, le Congrès des États-Unis s'est vraiment cabré contre la politique de la détente. Mais ce n'est pas venu, comme on pouvait s'y attendre, de l'aile droite du Parti républicain. C'est plutôt venu de la droite traditionnelle démocrate, les partisans de la ligne dure, une sorte de démocrate de la guerre froide comme Scoop Jackson. Quand on est très convaincu de quelque chose, et dans ce cas, il s'agit des droits civils et de la liberté sur lesquels repose notre pays, et que nous devons faire quelque chose pour faire respecter la loi internationale, et il s'agit bien de droit international maintenant, le droit de quitter librement un pays et d'y retourner librement, nous devons mettre ce principe sur la table en sachant que les Russes ne seront pas d'accord. Le débat sur la détente a pris une forme très curieuse. Parce que certains libéraux ont semblé d'avis que la tension n'était pas si mauvaise. Soudain, ils ont élaboré des théories sur le besoin d'intervenir dans les procédures des droits de la personne, dont ils n'avaient jamais entendu parler avant, et qu'ils s'étaient acharnés à rejeter jusque-là. En Union soviétique, où les monuments commémoratifs gardent bien vivant le souvenir d'une guerre terrible, la détente a peu d'adversaires. Les dirigeants soviétiques espèrent garantir le statut et la sécurité de leur pays en signant à Helsinki un traité qui va reconnaître la division de l'Europe d'après-guerre. Mais ce traité comporte une pierre d'achoppement, les droits de la personne. Les membres du Politburo ont lu le texte. Ils n'ont pas eu d'objection à la lecture du premier et du second article. Au troisième article, humaniste, ils ont eu les cheveux qui se sont dressés sur la tête. Souslov a dit que c'était une trahison complète de l'idéologie communiste. Gromyko a alors présenté l'argument suivant. L'élément essentiel du traité d'Helsinki, c'est la reconnaissance des frontières. C'est pour cela que nous avons versé notre sang durant la Grande Guerre patriotique. Les 35 pays signataires reconnaissent maintenant les frontières de l'Europe. Quant aux droits de la personne, Gromyko a dit, eh bien, qui est le maître de cette maison? C'est nous. Et chaque fois, ce sera à nous de décider. Qui peut nous contraindre? Après avoir dissipé les doutes de ses collègues, Brejnev arrive à Helsinki, pressé de s'illustrer parmi les dirigeants de l'Est et de l'Ouest. Принадлежавшим поколению, которое пережило ужасы Второй мировой войны, особенно отчетливо виден исторический смысл настоящего совещания. Право на мир должно быть обеспечено всем народам Европы. Les deux camps croient qu'ils ont l'accord qu'ils souhaitent.
L'Union soviétique et les pays du pacte de Varsovie n'ont pas compris que l'article sur les droits de la personne était une bombe à retardement. Nous, les États-Unis, nous croyons que si nous pouvions amener l'Union soviétique et les pays du pacte de Varsovie à respecter les droits de la personne, cela valait bien tous les autres articles des accords d'Helsinki. 3, 2, engine sequence start. 1, 0, launch commit. We have a liftoff. All engines building up thrust. Grâce à la détente, les fusées peuvent désormais ouvrir la voie de la coexistence plutôt que celle de la guerre. Houston, flight, Zug Moskva. Корабль Союз готов к стыковке. Apollo Houston, I got 2 messages for you. Moscow is go for docking. Houston is go for docking. It's up to you guys. Les vaisseaux spatiaux soviétiques et américains font l'histoire en s'arrimant à 225 km d'altitude. Dans l'espace, la coopération succède aux années de confrontation de la guerre froide. Quand nous sommes allés aux États-Unis pour l'entraînement, nous avons rencontré les Américains. Je me souviens de l'un d'eux qui m'a dit « Depuis ce projet international, je dors mieux la nuit. Je n'ai plus peur de la guerre nucléaire parce que nous travaillons ensemble. »